Bienvenue à cet approfondissement du module 5 concernant donc les fascias. Alors, certains d'entre vous pourraient se poser la question, qu'est-ce que vient faire les fascias avec la dynamique psycho-énergétique des chakras? Je vais simplement vous dire ça comme ceci, c'est que quand on regarde la structure des chakras, on comprend évidemment que les chakras sont des rayonnements énergétiques de glandes endocrines. Quand on regarde le champ énergétique, on comprend que le champ énergétique est un rayonnement ultra ténu que les cellules manifestent. Hein, le physicien Pop, entre autres, avait démontré que les cellules du corps humain étaient en mesure d'absorber la lumière solaire et de produire un rayonnement par le fait même. Ce sont des recherches qui ont été démontrées depuis quelques années. Alors, évidemment, l'intérêt d'apporter la notion des fascias, c'est d'amener cette notion que notre corps humain peut paraître, évidemment, donc, animé d'une certaine matière, mais que si on décortique cette matière, elle devient en quelque sorte des particules, et que ces particules deviennent en quelque part de l'énergie. Et que finalement, tout notre corps humain se trouve finalement ensemblé. Hein, c'est un ensemblement d'énergie à quelque part qui c'est comme densifié par une certaine matière. Et tout ce qui relie cette matière-là, finalement, nous pourrions nommer cela les fascias. D'où l'intérêt, justement, d'aborder les fascias, puisque lorsqu'on fait un soin énergétique, on a souvent tendance, donc, à mettre beaucoup l'emphase sur l'énergétique, en disant, ben voilà, on travaille sur l'aura, sur le rayonnement biolumineux, sur le champ énergétique de la personne, où on envoie donc de l'énergie dans le corps humain, et on fait confiance au processus, évidemment, que l'énergie va créer dans le corps physique. Lorsqu'on comprend la nature des fascias, on comprend que les fascias sont finalement l'ensemble, c'est un peu la trame qui fait que la chair, que les os, que les cellules du corps humain forment un tout. Et que si on envoie de l'énergie dans le corps humain, il se trouve évidemment que cette matière-là va donc réagir à l'énergie qu'on va émettre et elle va donc produire des réactions dans cet assemblage. C'est un peu comme si j'envoie de l'énergie dans une jambe. Si cette jambe a une congestion, le fait que j'envoie de l'énergie va créer une certaine pression dans la jambe et cette pression-là va donc avoir des incidences dans toute la structure corporelle de mon partenaire ou de moi-même si je le fais sur moi-même. Donc les fascias, c'est un peu ce casse-tête, c'est un peu comme un puzzle, c'est un peu comme des pièces du puzzle qui se trouvent effectivement à être affectées dès qu'on en touche une, ben tout le reste va être affecté. Alors c'est un petit peu que j'aimerais qu'on regarde ensemble concernant ce module 5, l'approfondissement pour les fascias, qui va nous permettre donc peut-être de mieux comprendre comment on peut travailler sur l'énergétique en reconnaissant davantage cette relation avec la matière qui est souvent négligée dans les soins effectués par les guérisseurs qui vont plus mettre l'emphase sur la dimension énergétique. Alors, nous allons aborder la définition des fascias. Donc, les fascias, finalement, ce qu'il faut comprendre très simplement, c'est que les fascias, c'est ce qui recouvre les muscles et tous les organes du corps, que ce soit les os, les viscères, les glandes, les structures nerveuses, etc. Et ils incluent aussi le mésenchyme étant le liquide autour des cellules. Donc on comprend ici que tout ce qui s'appelle relation entre les organes, les viscères, les os, les cellules, etc., tout ce qui fait que le corps humain est en étroite relation et en étroite communication, ben les fascias ont un rôle à jouer important à ce niveau-là. Il existe 3 fascias essentiels qui sont présentés un petit peu dans la diapo ici. Donc le premier fascia, c'est le fascia aponévrotique, voilà, qui lui c'est lui qui relie toutes les structures anatomiques entre elles, de la tête aux pieds et de la superficie à la profondeur. Par exemple, le foie est un organe bien différencié. Mais l'organe, finalement, foie, est en étroite relation avec d'autres organes. Et finalement, le fascia, c'est cette relation, cette capacité que le foie soit en interrelation avec d'autres organes et qu'il puisse y avoir donc une certaine mobilité tissulaire entre l'organe foie et d'autres organes qui vont, entre autres, être gérés par la structure des fascias, dont les fascias névrotiques. Il y a également les fascias axiales profonds. Ce fascia-là va envelopper les viscères du corps et il permet aux organes de s'adapter au mouvement du corps ainsi qu'aux variations de volume et au rythme propre de chaque organe.
Encore une fois, on comprend ici que les fascias, donc finalement, c'est une structure très physique. Notre corps physique est une structure très physique, mais cette structure très physique-là est animée par de la vie. Et que parce que nous sommes animés par de la vie, cette structure très physique est capable de modulation, d'adaptation, de façon à ce que cette matière physique-là puisse fonctionner selon, évidemment, cette fameuse circulation énergétique qui s'effectue en elle. Donc, on comprend ici que l'expression de la vie, qui est reliée donc à cette fameuse circulation énergétique, se retrouve vraiment dans la structure corporelle, dans la matière, et que quand on commence à travailler sur cette matière, bien évidemment, on a une incidence sur la structure énergétique de la même façon. Donc, quelquefois, un soin énergétique va être très intéressant de travailler, par exemple, sur le rayonnement énergétique, ne pas toucher le corps physique, mais simplement travailler sur la couche énergétique, mais quelquefois, il peut être très intéressant aussi de travailler dans la matière, dans le corps, en reconnaissant cette réponse tissulaire que le corps peut nous donner, ce que nous allons aussi approfondir tout au long de cette leçon. Le troisième fascia, qui est un fascia qui est important, c'est le dur mérien. C'est le fascia qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière et qui crée une unité du crâne au sacrum. En ostéopathie, on va parler donc du crânio-sacré, le mouvement crânio-sacré. Alors, c'est quelque chose qu'on va aborder dans l'enseignement d'une façon plus pratique dans le cadre des stages d'enseignement sur les formations pour ceux qui veulent devenir thérapeutes ou devenir praticiens pour la première étape. Là, ça va être là qu'on va vraiment aborder ce sujet-là, mais je tiens à vous le mentionner. Ça veut donc dire quoi? D'un point de vue très simplement visuel, pour vous en donner une idée visuelle, c'est que de notre colonne, du bas de notre colonne jusqu'au notre cerveau, il y a donc une circulation énergétique qui se fait à travers la moelle épinière. Et cette circulation énergétique-là, si on prend le temps d'être attentive à elle, nous pouvons déterminer la qualité de cette circulation-là, justement, qui s'effectue du coccyx jusqu'au cerveau. Alors, plus cette circulation se fait naturellement, plus évidemment, tous les organes, tous les influx nerveux, etc., vont favoriser une meilleure circulation dans tout le corps. D'où l'intérêt de pouvoir de pouvoir porter une attention sur cette circulation-là, et on va donc s'y introduire un petit peu aujourd'hui, et on l'approfondira évidemment lors du stage pour ceux qui veulent devenir thérapeutes. Donc ça, c'était une première initiation concernant donc la structure des fascias. Évidemment, ceux qui seraient intéressés à aborder la physiologie, véritablement, l'anatomie et la physiologie des organes, c'est pas quelque chose que je vais aborder aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'aborde non plus dans l'enseignement. Il existe énormément de livres maintenant très colorés, très visuels, très agréables, je dirais même, pour apprendre donc à identifier la localisation des organes et également de mieux comprendre la physiologie des organes. Il existe également des enseignements web sur l'anatomie et la physiologie, et si vous êtes intéressé, évidemment, je pourrais vous référer à une école, entre autres, qui propose un enseignement à distance par le web sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie. Quand j'ai commencé, moi, en tant que thérapeute, évidemment, comme j'avais une réputation de médium, on avait l'impression que je pouvais tout voir. Donc, alors que moi, je m'étais spécialisé dans la psychologie, dans vraiment cette facette-là, et la spiritualité. J'étais beaucoup moins à l'aise, et l'énergétique, disons, mais j'étais pas à l'aise dans l'aspect matière. Quelqu'un qui était malade, par exemple, je n'avais pas développé d'habileté à ce niveau-là pour comprendre si cette personne-là avait vraiment des problèmes de santé ou pas. Je n'étais pas du tout orienté à cette direction-là. Par contre, il y a des gens qui sont commencé à me dire, mais écoute Sylvain, je te pensais capable de voir la santé, j'étais malade, comment ça tu l'as pas vu, etc. Et ça m'a amené à un questionnement. Je me suis dit, effectivement, je devrais être en mesure de percevoir cette réalité-là aussi. Et c'est là que je me suis dit, mais tiens, je devrais prendre des cours en anatomie, physiologie, pathologie pour augmenter donc ma connaissance, tout simplement. Mais aussi, sans doute, j'avais l'intuition, j'avais le sentiment que ça allait m'aider aussi à développer une perception. Pourquoi? Quand on n'a pas une perception d'un univers, c'est-à-dire que moi, si je ne peux pas appréhender le corps physique, je ne sais pas à quoi il ressemble, il est beaucoup plus difficile pour moi de développer une habileté intuitive par rapport à cette réalité-là. Par contre, si j'ai une bonne idée de ce où se localisent les organes et à quoi ils servent aussi, ben déjà, je vais être capable d'utiliser mon imaginaire pour voyager dans mon corps et être capable d'arriver à mieux cerner ce qu'il est et à mieux cerner comment il fonctionne, etc. Donc, je pense vraiment qu'on est gagnant en allant chercher des connaissances de base. Et quand je dis des connaissances de base, c'est pas des connaissances pour devenir médecin, mais vraiment des connaissances qui vont nous permettre de comprendre comment les organes où est-ce que les organes se localisent et comment ils peuvent justement
fonctionner et peut-être même déterminer aussi les grandes pathologies qui peuvent être associées aux organes. Alors, vous allez simplement enrichir votre habileté intuitive à pouvoir approfondir davantage ces aspects-là. Ceci dit, dans l'enseignement que je vais vous proposer dans le stage sur l'énergétique, qui fait partie de la formation pour devenir conseiller intuitif, nous allons aborder quand même une connaissance énergétique des organes basée sur mon expertise, mon expérience par rapport à la santé, ce que j'ai pu observer par rapport à la maladie concernant certains organes et comment elle se manifeste à nous d'un point de vue énergétique. Donc, c'est pas un cours de physiologie ou d'anatomie relié donc à la connaissance biologique et médicale, mais vraiment plus en relation avec les expertises que moi j'ai développées par rapport à cet univers-là. Mais c'est quelque chose qui sera quand même vu et qui va être tout à fait utile pour vous pour parvenir justement à mieux cerner la santé. Mais certain que si vous avez une connaissance en anatomie, physiologie et pathologie, cela pourrait également vous aider. Si nous revenons donc au fascia. Alors, les fascias, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une structure qui est très utilisée en ostéopathie. Par exemple, les ostéopathes, il y a également la fasciathérapie qui a été développée par Monsieur Bois, qui est un Français également, qui a donc développé beaucoup une façon d'utiliser donc la structure des fascias, qui était peut-être plus léger, moins anatomique, moins physiologique que les ostéopathes. Et il faut bien dire que les ostéopathes ils vont énormément dans le détail de la physiologie pour travailler sur les fascias, et ceux qui font de la fasciathérapie vont moins être dans cet univers-là, vont plus travailler d'un point de vue énergétique, disons. Nous allons d'ailleurs davantage travailler dans cette direction-là, dans une direction plus énergétique, en tenant compte évidemment donc de l'expertise dont je vous ai parlé au niveau des organes, etc., et d'arriver donc à intégrer le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psycho-énergétiques dans cette application-là au niveau des fascias, ce que j'appelle la dynamisation psycho-énergétique des fascias, qui est une technique qui englobe les grandes techniques des guérisseurs plus celles des fascias, que je vous présenterai d'une façon plus effective lors du stage à ce moment-là. Donc, la propriété des fascias. Donc, un fascia en santé bénéficie d'une circulation adéquate des liquides biologiques afin de nourrir les cellules et d'éliminer leurs déchets. Ce qui veut donc dire que les fascias, lorsqu'ils sont dans une position d'équilibre de santé, on pourrait poser notre main sur le corps d'un individu vivant, ça peut être sur nous ou sur une autre personne, et on sentirait qu'en mettant simplement notre main sur le corps, il y aurait comme une forme de mouvement de fluide ou de flux énergétique qui s'exprimerait dans le corps de notre partenaire. Ce mouvement de flux énergétique-là, c'est en quelque sorte cette circulation des liquides biologiques et aussi des influx nerveux et de la circulation lymphatique qui va produire cette espèce d'impulsion ou de flux de vie qu'on peut ressentir en posant notre main sur le corps d'une personne. Si on prenait le temps de le faire sur plusieurs personnes et sur plusieurs endroits dans le corps d'une personne, on constaterait que certaines régions, ils ont des flux plus importants et que d'autres régions du corps sont comme mortes, c'est-à-dire comme si elles n'étaient pas habitées. Ce qui veut dire que quand ces endroits-là où on a l'impression qu'elles ne sont pas habitées, ça signifie justement que la circulation du sang est moindre, que la circulation lymphatique est moindre, que les influx nerveux sont moins présents. Ça veut donc dire que ce sont des régions qui sont moins vitalisées, qui sont moins nourries par une circulation, qui va donc finalement entraîner des perturbations si on n'intervient pas. On pourrait très bien intervenir en disant, ben tiens, je vais faire un soin énergétique pour rétablir la circulation dans ces régions-là. Et ce que moi j'ai observé, c'est qu'on peut évidemment faire un travail énergétique, mais on peut également chercher à favoriser une réponse tissulaire. Ce que j'appelle une réponse tissulaire, c'est de m'adresser au tissu de la région concernée, de façon à ce que ces tissus-là rétablissent leur réponse tissulaire pour ramener simplement cette habileté à être capable de redevenir vivant. Alors, c'est intéressant parce que en faisant cela, on tient compte donc de la réalité corporelle de notre partenaire ou de nous-mêmes, et en tenant compte de cette réalité corporelle-là, on apprend justement à redonner à cette réalité corporelle-là son droit d'existence afin de permettre effectivement à une circulation énergétique de se faire plus aisément. Donc, je pense que ça devient intéressant de combiner cette capacité de travailler sur la réponse tissulaire du corps avec les soins énergétiques. Ça, j'y reviendrai de toute façon. L'autre aspect qui serait intéressant au niveau des propriétés des fascias, c'est que les fascias protègent et enveloppent tous les organes, les glandes, les voies de communication nerveuses et vasculaires. Ils assurent également une fonction de protection, de soutien et d'appui. Donc, on comprend ici qu'évidemment, lorsqu'on travaille sur les fascias,
toutes ces fonctions que je viens de nommer vont contribuer évidemment à nous faire comprendre de quelle façon, par exemple, qu'une personne pourrait développer, par exemple, une posture corporelle pour se protéger de d'une certaine situation énergétique qui pourrait lui faire peur. D'ailleurs, la psychothérapie corporelle avec laquelle j'ai été formé met beaucoup en évidence cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on constate que le corps est un corps de matière, et ce corps de matière-là va développer une posture corporelle en accord avec la façon qu'il ressent ou qu'il reçoit la circulation énergétique dans son corps. Donc, s'il sent que des zones de son corps sont dangereuses d'un point de vue sont vivantes, il va chercher effectivement à développer une posture corporelle pour éviter que cette circulation énergétique se fasse adéquatement. Il va aussi développer, par exemple, une prise de poids, il va peut-être y avoir certaines régions du corps qui vont être plus développées que d'autres, tout simplement parce qu'encore une fois, la structure des fascias va s'adapter selon la conscience que nous allons mettre dans la région, qui va faire que l'énergie va se concentrer dans certaines régions et que si on regarde le corps physique d'un être humain, simplement qui serait nu ou en sous-vêtements, on constaterait simplement par le regard qu'on porterait sur ce corps, on pourrait déjà comprendre où l'énergie circule bien et où l'énergie a tendance à stagner, où l'énergie a tendance à rester, à ne pas être présente, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant, donc, de bien mettre en évidence par rapport à cette structure des fascias. On va passer à la diapo suivante. Alors donc, encore d'autres propriétés que j'aimerais vous parler. Donc, le mécanisme respiratoire primaire se retrouve dans toutes les structures du corps. Lorsqu'il est libre, ample et régulier, il indique une bonne santé. Alors tantôt, je vous ai dit qu'on pouvait mettre notre main sur le corps d'une personne et sentir effectivement une forme de flux énergétique. C'est ce qu'on appelle le mécanisme respiratoire primaire, c'est-à-dire que c'est pas lié à la respiration que l'individu effectue par ses voies respiratoires, c'est vraiment simplement un mouvement indépendant qui se fait à travers cette réalité que la vie existe dans le corps de la personne et qu'on peut la ressentir par la présence de notre main sur le corps de cette personne-là. Alors lorsqu'il est libre, ample et régulier, il indique une bonne santé. C'est ça un peu l'indice d'une bonne santé. S'il n'est pas libre, n'est pas ample, n'est pas régulier, il pourrait donc indiquer une perturbation. Et évidemment, on peut sentir quelquefois qu'il n'y a pas du tout de mouvement. Donc, c'est un signe, effectivement, qu'il y a une absence. On peut sentir un mouvement qui est beaucoup trop rapide, beaucoup trop intense, ce qui serait un autre indice également d'une forme de perturbation également. Et ça, on y reviendra lorsqu'il s'agira vraiment de faire des soins. Mais ici, c'est plus une présentation quand même de ce que c'est que les fascias pour vous introduire à la notion de ce que c'est pour éviter de passer ce temps-là peut-être dans le cadre d'un enseignement plus pratique comme on le fera dans l'heure des stages. La communication électromagnétique entre les cellules utilise les fascias comme support. Donc, il y a un médecin qui s'appelle Pischinger qui a bien mis en évidence cette notion-là que pour lui, il y a donc les cellules, on a compris qu'elles étaient capables d'absorber la lumière par la lumière solaire, ils étaient capables d'absorber cette lumière-là et d'émettre de la lumière. Et on peut penser que les fascias ou le mésenchyme qui entoure les cellules vont permettre une communication entre les cellules, permettant justement à ce qu'il y ait une forme de communication très étroite entre chacune des cellules et que toute cette fameuse trame qui représente le mésenchyme va permettre aussi cette émission d'un champ énergétique qui va être émis et qui peut être observable par cet appareil-là que M. Pop a développé, qui permettait de mesurer cette bioluminescence-là, ou par des intuitifs comme moi, qui peuvent percevoir le champ énergétique, et j'aurais envie de dire comme vous, parce que tout être humain qui a moindrement développé cette habileté-là est à mesure de pouvoir identifier effectivement cet échange énergétique qui s'effectue dans la structure autour du corps physique. Voilà. Le corps se compose de structures cristallines qui interagissent de façon synchrone entre elles. Le corps humain serait donc un enchaînement de cristaux liquides en oscillation. Alors ça, c'est basé sur des recherches qui ont été effectuées par plusieurs scientifiques qui ont pu découvrir que dans le corps humain, il y avait des structures cristallines qui sont donc très conductrices. Très conductrices, et là on se rapproche de la physique quantique quand on parle de conductrices, c'est-à-dire qu'elles sont en mesure de ne pas émettre aucune résistance.
et que dans ce sens-là, bien évidemment, lorsque l'être humain est dans une position où ces structures cristallines-là sont synchrones, il y a vraiment une circulation énergétique optimale qui peut s'effectuer, qui va donc permettre au corps d'être dans la négantropie absolue. La négantropie n'étant aucune usure, permettant à la santé parfaite de se produire. On sait évidemment que il se peut qu'il y a des frictions et des usures qui s'effectuent dans le corps humain dues justement à certaines perturbations qui vont entraîner donc ce que nous appelons l'entropie. L'entropie étant une usure qui peut favoriser un vieillissement prématuré dans la structure énergétique. Donc, le rôle du thérapeute, évidemment, est de favoriser justement que cette usure que cette friction soit la moins présente possible pour que l'énergie soit la plus fluide et la plus circulante, permettant ainsi de préserver une santé et un vieillissement qui va être de moins en moins important dans le corps, donc un être humain qui va pouvoir vieillir en santé, pourrait-on dire. Voilà. Donc, d'autres propriétés qu'on va regarder ensemble maintenant. Alors, la réactivité des fascias repose sur la capacité à se régénérer adéquatement. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les tissus, justement les fascias, ont donc une capacité de régénération, et cette régénération-là va se faire comme ceci. C'est-à-dire que lorsque je passe une journée entière, je développe de l'acidité. De l'acidité, ce sont des charges électroniques positives. Et c'est des protons. Et quand cette charge positive devient trop importante dans le corps, l'être humain va avoir envie d'aller se coucher. Donc, il va se coucher pour aller dormir. Et pendant qu'il va dormir, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un processus qui va se faire où les tissus qui ont accumulé l'acidité, alors quand ils accumulent l'acidité, ils deviennent durs, les tissus. C'est-à-dire que tout le sang devient un peu comme de la gélatine. Ça devient un peu comme une structure qui est beaucoup moins liquide, qui est beaucoup plus visqueuse et qui favorise beaucoup moins bien la circulation. Alors quand on va se coucher, on va permettre justement un travail de nettoyage de cette acidité-là, qui va s'effectuer par les poumons, qui va s'effectuer par les reins, par la vessie. On se lève le matin, on va uriner par exemple. Donc on voit que durant la nuit, on va respirer, donc on va faire ce travail de nettoyage qui va s'effectuer. Le foie va faire un travail important aussi pour nettoyer le sang, pour permettre justement à toute cette acidité-là d'être épurée par l'organisme, qui va permettre donc à rétablir justement cette fonction essentielle du corps humain, de permettre à ce que le sang soit liquide et qu'il y ait donc une circulation énergétique la plus fluide et la plus équilibrée possible dans le corps humain. Alors quand on parle de réactivité des fascias qui repose sur la capacité à se régénérer adéquatement, c'est dû à ce mécanisme-là que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que l'être humain doit être capable de nettoyer, de libérer quelque part cette acidité-là pour permettre justement à ce qu'il y ait une circulation de plus en plus libre et de plus en plus naturelle qui puisse prendre forme dans son corps. Alors ici, donc, le mésenchyme, qui est donc ce qui est autour des cellules, le liquide autour des cellules, est le plus important système tampon de l'organisme, puisque c'est là, justement, que l'acidité va se localiser, et c'est là qu'il y a un travail qui va se faire, justement, pour nettoyer cette acidité-là par les voies dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ça peut encore être comme une sorte d'éponge qui stocke les déchets métaboliques acides, tels que et donc les déchets métaboliques acides que les poumons et les reins n'ont pas été en mesure d'éliminer. Alors évidemment, tout ce processus-là, évidemment, qui va se faire à cet endroit-là, ben, s'il ne s'élimine pas, bien évidemment, les tissus vont moins bien se régénérer, le corps va moins bien fonctionner parce que justement, tout ça va favoriser évidemment une forme de gélatine, comme je disais tout à l'heure, qui va permettre une moins bonne mobilité tissulaire du corps dans sa globalité. Alors, les fascias sont en constante communication avec les nerfs dont se compose le système nerveux. La qualité des influx nerveux peut être amoindrie lors de lésions dans les fascias, tout comme une mauvaise réponse nerveuse affaiblit la capacité régénératrice des fascias. Alors ça, c'est une autre chose, évidemment, c'est que dans la structure des fascias, il y a donc, on l'a vu, il y avait le sang qui circulait, la lymphe qui circulait, et il y a donc les influx nerveux qui circulent évidemment, et on sait que dans les influx nerveux, il y a de l'information qui est présente, une information psychique, entre autres, qui peut être présente. Alors, si moi, je vis un certain traumatisme psychique relié à une certaine expérience corporelle que j'ai vécue, dans laquelle je me suis senti vraiment comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre, ben, on comprendrait que l'impression d'avoir un coup de poing dans le ventre
symboliquement, c'est qu'il y a une émotion qui a été très fortement inscrite dans notre corps, dans notre ventre. Cette information-là émotionnelle qui était vécue va faire que les influx nerveux vont être beaucoup moins capables de bien circuler dans cette région-là. La circulation sanguine va inévitablement moins bien circuler, les influx nerveux aussi. L'acidité va pouvoir beaucoup plus se former dans cette région-là du corps pour la simple raison qu'il va y avoir comme une espèce d'expérience émotionnelle qui ne sera pas libérée. C'est-à-dire qu'on va rester prisonnier d'une expérience émotionnelle qui va nous garder dans un processus de tension et qui va finalement entraîner aussi même au niveau de la posture corporelle une certaine façon de se comporter. Et évidemment, il va y avoir peut-être même une forme de déformation, pourrait-on dire, de notre corps qui va se faire pour se protéger justement de ces blessures émotionnelles qui s'est produite dans la région du ventre. Donc, vous comprendrez ici que toute la structure des fascias est quelque chose de très modulable selon notre capacité justement à faire un travail en profondeur pour permettre justement de se dégager, de se libérer de toutes ces charges émotionnelles-là. Alors, c'est bien évident que quand on parle de dépôt acide, on comprend évidemment que cette acidité-là, lorsqu'elle reste présente dans nos tissus, elle pourrait générer à ce moment-là tout un travail d'irritation intérieure qui pourrait effectivement à la longue favoriser donc une moins bonne conductibilité énergétique et nous amener effectivement à être de moins en moins apte à s'adapter à la réalité puisqu'on serait prisonnier d'émotions du passé. Alors souvent ces émotions du passé, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont nous garder en relation avec des expériences infantiles ou associés au passé, qui vont nous empêcher quelque part de s'actualiser dans notre présent et de s'ajuster à une réalité en harmonie avec soi. Donc tout le travail au niveau des fascias permet justement de permettre à rétablir la réponse tissulaire plus adéquatement afin de permettre le plus possible à ce que cette circulation au niveau des fascias se fasse le plus adéquatement possible, qu'au niveau du mésenchyme, on soit capable justement en profondeur de dégager ces dépôts acides, parce que ces dépôts acides, finalement, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont quelque part des informations, pourrait-on dire, qui vont créer une forme de congestion, qui vont empêcher l'information de circuler librement. C'est une forme d'entropie. C'est un peu comme s'il y avait de l'information qui se déposait dans notre champ énergétique, et cette information qui se dépose empêchait une circulation, une communication, un échange plus adéquat. Alors tout ça va finalement entraîner un vieillissement prématuré si on n'y fait pas gare. Alors comment faire pour travailler sur l'acidité maintenant? Évidemment, il y a la pratique de l'enracinement. Par exemple, pieds nus le matin à la rosée du matin, ce serait une façon de favoriser le travail de nettoyage de l'acidité. Pour quelle raison? Il faut savoir que l'acidité, c'est des charges qui sont des protons, c'est plus lourd que des électrons. Les électrons, c'est ce qu'on pourrait appeler l'alcalinité du corps. Alors, on parle souvent d'acido basique. Alors, les bases, c'est négatif et les c'est des charges positives. Alors, quand on se retrouve à la rosée du matin, les charges positives vont se trouver attirées par l'électricité négative que la Terre produit, parce que la Terre est gorgée d'ions négatifs. Donc, elle va attirer vers elle les charges positives, donc elle va favoriser une élimination de notre acidité, et elle va permettre ensuite de nous donner des ions négatifs en quantité importante, qui vont permettre justement de favoriser cette fameuse liquidité du sang, et permettre au tissu de fonctionner beaucoup plus librement. D'où l'intérêt, évidemment, de pouvoir marcher à la rosée du matin régulièrement. Malheureusement, en France, au Canada et dans d'autres pays, cette possibilité de marcher à la rosée du matin chaque jour est peut-être quelquefois difficile, puisqu'évidemment, il y a le fameux hiver qui vient comme perturber cette joie de se retrouver les pieds nus sur le sol. Donc, évidemment, on peut le faire dans certaines conditions, lorsqu'on peut le faire, lorsque c'est possible. L'autre possibilité, évidemment, c'est de travailler avec à l'intérieur de la maison avec des moyens qui sont peut-être qui sont plus modernes. Par exemple, on sait que dans tous les courants, toutes les prises électriques, normalement, il y a une prise de terre. Cette prise de terre, il faut se rappeler ce que c'est une prise de terre, c'est une petite tige qui sort de la prise, justement, et cette petite tige-là, elle est connectée avec une tige de cuivre qui est rentrée dans le sol, dans les sous-sols des maisons, et qui permet justement que si une charge électrique rentre dans la maison, par exemple une éclair, que l'éclair ne restera pas dans la maison, elle va passer par la prise de terre et elle va te renvoyer à la terre. C'est un peu le principe. Alors donc, on peut envisager qu'on peut se connecter, nous, avec la prise de terre. On peut donc se mettre en relation avec la prise de terre pour pouvoir décharger de l'acidité aussi, de la même façon que si on avait les deux pieds ancrés au sol à la rosée du matin.
De quelle façon on peut faire ça? Bien évidemment, moi j'ai développé un livre qui s'appelle Une santé de cuivre, qui permet justement de pouvoir utiliser la prise de terre avec du cuivre. Le cuivre est très conducteur, et de permettre justement qu'on se mette les deux pieds sur du cuivre, tout simplement sur un tricot de cuivre, ou encore sur des bandes de cuivre. C'est des produits qui sont proposés dans le cadre de l'école, ou encore évidemment qu'on pourrait utiliser ou bisouner, pourrait-on dire, du cuivre avec du fil de cuivre, faire quelque chose qui ferait qu'on pourrait se connecter avec ça, pour permettre justement cette conductibilité de se produire. Donc on se connecterait à la prise de terre, on se mettrait les deux pieds sur un élément conducteur qui se connecterait à la prise de terre et qui permettrait donc à cette décharge d'acidité de pouvoir se faire. Évidemment, quand on entreprend une démarche comme celle-là, il faut être absolument sûr et certain que la prise de terre va être de qualité pour nous permettre évidemment de ne pas bénéficier d'un courant électrique qui viendrait vers soi pendant tout le temps qu'on serait connecté avec cette fameuse prise de terre-là. Donc, il faut être sûr et certain que la prise de terre, elle est neutre, parce qu'une prise de terre n'est pas électrique, elle est vraiment neutre, elle n'a pas de charge électrique, elle est vraiment, au contraire, simplement un élément conducteur qui va nous permettre justement de se dégager de nos surcharges. Alors, ce serait une autre façon de procéder qui pourrait être toute simple et qui pourrait nous aider justement à ce travail-là de nettoyage au niveau de l'acidité. De quelle façon j'ai découvert un petit peu toute cette notion-là, c'est que j'ai un appareil de photographie Kilian que j'ai chez moi, un appareil de photographie Kilian qui est d'une génération peut-être un petit peu plus ancienne que celle qu'on voit maintenant actuellement, qui a été développée par Korotov, qui est un Russe, qui a développé donc un appareil de photographie Kilian, qui est un appareil un petit peu plus moderne, dans lequel on n'a pas besoin de faire le développement photo, et dans lequel il a cherché à transposer ce qu'on percevait au niveau des doigts, qui sont au niveau des méridiens d'acupuncture associés aux doigts, de les transposer dans une image où on voit un champ énergétique, un aura finalement, qui nous permet donc d'avoir une évaluation de la santé de la personne avec laquelle on fait la mesure des doigts, de l'énergie des doigts de la personne. Alors moi j'avais un appareil qui était un appareil un peu plus ancien, mais en même temps qui avait des forces. Il avait été développé par un Allemand qui s'appelait Peter Mandel, et cet Allemand-là avait donc reconnu qu'il y avait 3 grands terrains de base au niveau énergétique chez les individus. Alors c'est quelque chose qui n'a pas été tellement repris par Korotov, et je trouve ça dommage, c'est que Peter Mandel a bien mis en évidence qu'il y avait une mesure énergétique à faire au niveau des pieds et des mains. Donc on sait qu'il y a des méridiens d'acupuncture au niveau des pieds, et on sait qu'il y a des méridiens d'acupuncture au niveau des doigts. Donc la mesure énergétique qui est effectuée avec cet appareil-là avait donc une possibilité de regarder l'énergie des méridiens au niveau des doigts et des pieds, donc de pouvoir voir un petit peu comment la circulation énergétique se faisait entre le haut du corps et le bas du corps. Et il y avait donc, à travers ces photos-là, quelquefois l'apparition de petites boules noires qui étaient toujours surprenantes et qui étaient souvent en relation avec des perturbations plus importantes. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était que ça. À l'époque, quand j'ai commencé, on n'avait pas de formation très adéquate pour cet appareil-là. Et je me suis donc longtemps questionné à savoir qu'est-ce que c'était. Et j'ai compris, avec l'apprentissage, la connaissance, les formations, que effectivement ces petites boules-là étaient des charges positives, tout simplement. C'était des protons qui apparaissaient sur les photos lorsqu'il y avait des déséquilibres plus importants chez certaines personnes. Alors que normalement, lorsqu'on regarde le doigt autour d'une personne, quand on fait une photo du doigt d'une personne, par exemple, ou d'un orteil, normalement, quand c'est équilibré, on va voir des petites lignes autour du doigt, autour du pied. Alors, ces petites lignes-là, ce sont des électrons, ce sont donc des charges négatives. Alors, ça nous permettait, à travers cette mesure-là, donc de photo, d'observer l'équilibre acido-basique et de voir également surtout la qualité des tissus, justement, des fascias, justement, à travers ces photos-là. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis intéressé à comprendre un peu plus ces choses-là, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, nous allons aborder notre prochaine diapositive. Alors, je voulais vous parler un petit peu quand même de la dynamisation psycho-énergétique des fascias. C'est une technique que nous allons découvrir tous ensemble là pour ceux qui vont faire le stage de formation plus avancée, qui est le stage donc associé à la formation de base pour devenir conseiller intuitif. Ce stage-là est donc un stage orienté sur le soin, donc orienté davantage sur le soin énergétique. Évidemment, on intègre le décodage intuitif
et la déprogrammation et les soins. Mais donc, la dynamisation psycho-énergétique des fascias, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord et avant tout, dans le stage, nous allons apprendre les techniques de base pour travailler sur le rayonnement énergétique, c'est-à-dire ce qui se dégage du corps physique, de quelle façon on peut soigner une personne sans toucher le corps physique, en travaillant uniquement sur le rayonnement énergétique d'une personne. Et on va apprendre également à travailler sur des techniques pour travailler donc dans le corps, pour effectivement transmettre de l'énergie à l'intérieur du corps pour arriver justement à favoriser une plus grande circulation énergétique dans celui-ci. Donc ça va être les grandes techniques que nous allons apprendre qui vont provenir donc des soins des s'inspirant des guérisseurs chamaniques qui existent depuis le début des temps et qui ont pratiqué ce type de technique-là durant cette période-là. Alors, la dynamisation psycho-énergétique des fascias va s'englober, c'est-à-dire qu'elle va utiliser ces techniques-là plus l'utilisation des fascias pour arriver effectivement à faire un soin plus en profondeur. Je vais vous présenter les principaux mouvements par rapport à cette technique-là, qu'on va expérimenter ensuite sur soi d'une façon toute simple. Dans la diapo suivante, je vais vous présenter comment on va faire ça. Pour commencer, donc le premier mouvement qu'il faut reconnaître dans les fascias, c'est ce que j'appelle le mouvement descendant et ascendant, qu'on a vu évidemment dans l'exploration au niveau des chakras, dans les techniques au niveau des chakras. Je vous avais déjà dit que le mouvement descendant et ascendant était donc associé aux chakras, mais était également associé aux organes aussi. Donc là, on le voit bien que quand on fait un travail au niveau des fascias et qu'on veut évaluer l'état énergétique d'un organe, ce que l'on va faire, on va mettre la main sur l'organe et on va simplement chercher à induire avec une intention un mouvement descendant de l'organe. Donc l'organe va aller vers les pieds et l'organe va aller ensuite vers le sommet de la tête. Donc on va simplement faire un mouvement de va-et-vient très très doux dans lequel on va chercher à induire un mouvement qui se dirige vers les pieds et dans lequel on va vraiment chercher à projeter notre conscience dans la façon que quand on induit ce mouvement-là, on va chercher à prolonger notre conscience pour bien ressentir est-ce que le mouvement descend vers les pieds ou pas. Alors, ce qu'on va chercher, c'est de chercher à rétablir ce mouvement-là de l'organe vers les pieds, des pieds vers l'organe, pour qu'il y ait un mouvement descendant de plus en plus fluide et harmonieux. Et on va faire la même chose de l'organe vers le sommet de la tête, de façon à induire un mouvement qui va remonter vers le sommet de la tête et redescendre vers l'organe en question. De cette façon-là, on va rétablir le mouvement descendant et ascendant de l'organe ou de la région sur laquelle on fait le travail pour permettre justement un bon mouvement tissulaire d'un mouvement ascendant et descendant. Par la suite, l'autre mouvement qu'on va chercher à faire, toujours sur le même organe, on pourrait simplement prendre le temps de déterminer le mouvement qu'on pourrait appeler latéral, qui est un mouvement qu'on pourrait qualifier de vertical, c'est-à-dire, je mets l'organe et je vais simplement me déplacer de gauche à droite de l'organe. C'est-à-dire que c'est un mouvement vertical dans ce sens-là, c'est que je vais à gauche, à droite de l'organe et j'observe comment l'organe va répondre justement dans le côté gauche, dans le côté droit, pour permettre effectivement à ce qu'il y ait une relaxation profonde qui puisse prendre forme dans l'organe et que le mouvement gauche-droit puisse se faire le plus librement possible. Il y a évidemment donc un mouvement ventral et dorsal dans la dynamisation, c'est-à-dire que nous allons reconnaître qu'un mouvement peut être différent si je le fais devant, c'est-à-dire si je le fais dans le sens où je suis sur le dos, donc je mets ma main sur le ventre, je vais donc observer un certain mouvement qui va se faire de cette façon-là, et si je me mets sur le ventre, je vais mettre la main sur mon dos, et je vais constater effectivement que la même région peut avoir un mouvement différent de ce côté-là. Donc on va travailler souvent dans l'aspect sur le dos et sur le ventre, pour vraiment travailler sur les deux aspects, pour travailler vraiment en profondeur sur toutes les structures des fascias, vraiment d'une façon la plus efficace possible. L'autre élément qui va être déterminé, c'est la superficie et la profondeur. Alors évidemment, je mets la main sur l'organe. Ce que je vais chercher à faire, évidemment, c'est de chercher à ressentir donc la qualité énergétique qui se trouve en superficie de l'organe, mais également chercher ensuite à induire un mouvement dans la profondeur pour justement permettre à une réponse tissulaire qui se fasse de la base, donc de la superficie de l'organe jusque dans la profondeur de l'organe complètement pour permettre à ce qu'il y ait une circulation, encore une fois, énergétique qui s'effectue dans toute la globalité de l'organe. Alors, en faisant tout ça, qu'est-ce que j'observe? Moi, par mes perceptions intuitives, je vais observer évidemment des résistances, des réactions, etc., que je vais pouvoir prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer, comme on l'a reçu, comme on a déjà eu comme enseignement dans le passé. Ensuite, il y a évidemment ce que j'appelle l'effleurage, qui est un mouvement superficiel visant à favoriser la circulation énergétique. Alors, l'effleurement, bien évidemment, c'est que
je ne sais pas si vous allez pouvoir me voir. Je vais essayer de me redresser. Et voilà, donc si je travaillais sur la gorge pour faire descendre la gorge vers mon cœur, l'effleurage consisterait simplement à des mouvements où je ferai en conscience et dans l'intention justement de déplacer de l'énergie de ma gorge vers mon cœur. Alors, vous voyez qu'encore une fois, en faisant cela, on a l'intention de faire ce mouvement-là. On est dans le décodage intuitif, on observe qu'est-ce qui se passe quand ce mouvement-là se fait, quand ce mouvement d'énergie se fait, qu'est-ce qui se passe. On va prendre donc le temps de décrire, questionner, déprogrammer ce qui se passe et on va chercher évidemment donc à produire une transformation chez l'être humain à travers tous ces mouvements-là que je viens de vous décrire qui vont nous permettre donc de pouvoir vraiment pouvoir travailler justement sur toute la matière corporelle tout en reconnaissant la dimension énergétique. Alors c'est ça qui est important pour moi, c'est de bien comprendre qu'on n'est pas en train de travailler uniquement dans la matière en faisant cette technique-là. Au contraire, on travaille strictement dans l'énergétique, mais en reconnaissant la matière et en reconnaissant la résistance que la matière nous donne, ce qui est important aussi, puisque cela nous permet justement de conscientiser justement où se trouvent les perturbations. L'intérêt de ce genre de technique-là, c'est qu'on va en profondeur. Alors quand on travaille sur l'énergétique, on est moins dans la profondeur quelquefois, puisque l'énergétique ne nous confronte pas à la matière autant. Alors là, on est vraiment dans la matière où on cherche à rétablir une réponse tissulaire du corps. C'est comme si on demandait aux organes qui sont pétrifiés, pourrait-on dire, on voulait qu'ils répondent à notre demande et à notre besoin. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour moi, c'est un travail qui permet d'aller un peu plus en profondeur dans le soin. Et c'est pour ça que je vous propose justement cette exploration lors du stage sur la formation thérapeutique, mais je vais vous proposer une exploration également ici qui va vous permettre de découvrir qu'est-ce que c'est exactement que ces techniques-là, comment on peut les explorer sur soi. Alors, donc, moi je vais vous inviter donc simplement à vous installer confortablement et on va simplement faire une petite exploration sur notre corps. Alors, il ne s'agit pas de, vous pourriez travailler sur un organe, mais ça peut être tout simplement sur une région. C'est pas tellement important de ne pas savoir sur quel organe on travaille. L'important, c'est de bien comprendre que les fascias, c'est un ensemble de cellules finalement. Et que l'ensemble des cellules, finalement, sur lesquelles on cherche à travailler, on cherche d'abord avant tout à rétablir la réponse tissulaire de l'ensemble des cellules en question. Et que cette réponse tissulaire-là, c'est ce qui va permettre justement de favoriser une meilleure circulation énergétique dans le corps. D'où l'intérêt donc de cette technique-là qui est quand même très très intéressante. Donc, je vais vous proposer de vous installer confortablement. Vous pouvez être assis, vous pourriez être couché, vous pouvez être debout, toujours pour les mêmes raisons qu'on a déjà expliquées précédemment. Et je vais vous inviter donc à déposer vos deux pieds bien sur le sol, de façon à ce que vos deux pieds bien ancrés sur le sol puissent vraiment se déposer sur le sol, pour qu'ils puissent se rendre réceptifs à la présence de l'énergie de la Terre qui va se manifester progressivement dans vos pieds, comme si simplement le fait de déposer vos pieds sur le sol vous permettait donc de créer des racines sur la plante de vos pieds qui allait se syntoniser avec l'énergie de la Terre et très naturellement l'énergie de la Terre allait y répondre en manifestant sa présence pour remonter dans les racines et se propager dans vos pieds. Comme si justement tout votre pied pouvait justement recevoir cette énergie de la Terre et permettre ainsi un plus grand ancrage sur le sol, permettant à l'énergie de la Terre de se propager encore plus librement dans vos pieds pour tout doucement remonter dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses et dans vos hanches, comme si l'énergie de la Terre permettait à la vie de s'exprimer de plus en plus librement dans vos jambes, comme si vous ressentiez justement l'impulsion de vie se manifester, et que cette impulsion de vie vous amenait tout doucement à ressentir, voir et entendre cette énergie de la Terre qui circulait tout doucement vers votre chakra racine, permettant ici à explorer une pulsation, un battement qui sécurise. Une grande sécurité en résulte, comme si votre corps se détendait, se relâchait, comme si tout votre bassin était de plus en plus détendu et que vos jambes supportaient votre bassin dans une détente et un bien-être qui permettait à l'énergie de la Terre de circuler encore plus librement dans vos jambes. Puis tout doucement, cette fameuse énergie de la Terre va remonter tout doucement vers la région de votre ventre. Et toujours, l'énergie de la Terre est là comme pour simplement inviter la région de votre ventre à se laisser se propager de cette énergie de vie, de pulsion de vie qui vient
permettre justement à toute la région de votre ventre de s'élargir et de permettre à l'énergie de la Terre de circuler encore plus librement dans toute cette région, nous permettant de vraiment nous sentir solides sur nos deux jambes et permettant ainsi à cette énergie de circuler de plus en plus librement pour remonter progressivement jusqu'au plexus solaire. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre combien cette énergie de la Terre remonte vers le plexus solaire, nous permettant d'expérimenter à l'intérieur de soi une puissance, une force. La force justement de l'être qui reconnaît que la vie est en lui et qu'il est en train de prendre possession de sa propre capacité d'être en vie et que cela lui fait énormément de bien. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre combien cette vie est agréable et comment tout doucement elle se propage pour remonter vers la région du chakra du cœur. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre combien cette énergie de la Terre circule dans la région du cœur et combien elle nous met en contact avec un amour de soi. Cet amour de soi qui nous met en liaison avec la beauté de la vie. La vie qui est en nous rend heureux. Heureux parce que nous sommes vivants, parce qu'elle est présente et elle nous fait du bien, elle nous fait du plaisir, elle nous rend heureux et nous rend souriants envers la vie. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre combien cette énergie de la Terre nous dégage et nous allège corporellement parlant. Comme si la vie devenait de plus en plus présente et nous permettait justement d'explorer dans notre corps cette idée d'être en mouvement et d'être en vie. Et que tout cela nous permettait de nous sentir de plus en plus fortement ancrés au sol, comme si cet ancrage nous permettait de devenir un attracteur, capable d'attirer vers soi l'énergie du ciel, provenant des planètes, des étoiles et de l'infiniment grand. C'est alors qu'on va faire venir à soi des énergies très lumineuses provenant du ciel. Ces énergies très lumineuses proviennent des étoiles, des planètes, du soleil, de l'infiniment grand. Et on peut ressentir, voir et entendre cette lumière se manifester tout autour de soi, comme si elle nous enveloppait d'une douce lumière, éveillant dans nos cellules cet appel qui nous ramène à une connexion très étroite, à une trame gigantesque dans laquelle nous faisons partie, et que nos cellules reconnaissent cette trame comme étant leur voie, leur chemin, leur route, et comme si on se sentait profondément relié à cette trame, à cette relation avec cet infiniment grand, et que ça permettait à tout notre corps de se détendre, de se relâcher, car cette énergie du ciel vient amener de la vie en l'intérieur de soi, une vie lumineuse, comme si nous ressentions que nous étions en train de construire quelque chose de grand et de puissant. Nous sommes en train de grandir, d'élargir notre champ de conscience. Et tout cela nous permet de nous sentir appelés par la transformation de cette puissance spirituelle qui est en soi. Tout doucement, on peut ressentir, voir et entendre cette énergie du ciel se concentrer au sommet de la tête, comme s'il y avait un cordon ombilical qui se formait entre moi et le ciel. Le ciel me transmet de sa lumière et me rappelle comment je suis connecté à elle, et comment je suis connecté avec une mission de vie qui est en moi, un sentiment que je suis ici pour quelque chose, et que cette lumière me révèle ce quelque chose, me donne un sens à ma vie. Et que cette lumière permet justement de descendre dans mon cerveau afin d'élargir mon champ de conscience, afin de permettre à la circulation entre mon hémisphère droit et mon hémisphère gauche de se faire, permettant à la position de témoin de devenir de plus en plus évidente. Cette position de témoin est une position lumineuse. C'est la position de l'être humain qui se trouve dans la lumière et qui se trouve éclairé par celle-ci, à un point tel qu'il comprend tout et qu'il voit tout. Et il n'est plus justement habité par l'ignorance. Il est simplement dans la lumière et dans la sagesse intelligente. Et cette lumière lui permet justement d'éveiller ses sens à travers une lumière qui circule dans ses yeux, une lumière qui circule dans son nez, une lumière qui circule dans sa bouche, dans ses oreilles et sur sa peau, éveillant tous ses sens, nous permettant de développer un langage encore plus complexe, plus riche, plus sage avec la vie. Comme si tout mon corps, tout mon être vibrait de cette vie, et permettait de descendre cette lumière dans la région de ma gorge, comme si effectivement cette expression lumineuse pouvait s'exprimer par la parole qui soigne, la parole qui guérit, et qui me permet de constater que je suis en train de me révéler à moi-même, de me découvrir justement que je suis un être de sagesse, capable de voir la vie avec inventivité, avec inspiration, avec un regard qui me rend de plus en plus grand et de plus en plus capable de porter un regard neuf sur celle-ci.
comme si cette lumière pouvait ouvrir notre gorge et tout doucement descendre jusque dans mon chakra du cœur, là où se trouve déjà l'énergie de la Terre en quantité importante. Et ces deux énergies se mélangent l'une dans l'autre dans mon chakra du cœur, créant ici un soleil rayonnant et lumineux. Ce soleil est très très agréable et il me permet justement de ressentir l'expression intuitive prendre forme dans celui-ci. Je vais m'adresser à ce soleil rayonnant lumineux pour simplement témoigner de mon désir d'explorer les fascias, d'expérimenter les fascias, et mon soleil rayonnant lumineux va se transformer en un projecteur de lumière qui va simplement se diriger dans une région de mon corps sur laquelle je pourrais effectuer un soin. Je peux demander à cette lumière de se diriger dans une région de mon corps où j'aimerais faire un soin, ou laisser la lumière se diriger par elle-même, comme si elle savait, mieux que moi, où je devais faire le soin. Et tout doucement, la première chose que je vais chercher à faire lorsque cette lumière se manifeste dans la région en question, c'est de prendre le temps de voir comment cette lumière illumine la région en question. Comme pour que je prenne le temps simplement de décrire, questionner et déprogrammer ce que je perçois, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. On va prendre simplement une minute pour simplement se rendre réceptif à cela. Le premier mouvement que je vais maintenant chercher à faire pour travailler sur la région que j'ai identifiée, je vais simplement chercher ici à développer un premier mouvement qui va partir de la superficie pour aller dans la profondeur. Je vais partir donc de la région, au sommet de la région, pour chercher justement à créer un mouvement qui va aller de l'autre côté, dans le côté dorsal de la région en question. Et de la région dorsale, je vais ensuite revenir à la région ventrale de la région en question. Et je vais chercher ici à évaluer comment l'énergie peut circuler le plus librement possible du devant vers l'arrière et de l'arrière vers le devant. Et je vais chercher évidemment à observer toute réaction ou résistance qui pourrait être présente et je vais prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer pour que l'énergie puisse circuler de plus en plus harmonieusement et toujours de plus en plus harmonieusement pour que justement je sente que ce mouvement devant et de dos puisse de plus en plus circuler, qu'il y ait vraiment un sentiment de vie qui soit vraiment omniprésent en moi. On va prendre quelques instants pour cette étape. Puis observez comment ce mouvement devant à l'arrière, de l'arrière devant, amène un bien-être à mesure qu'il s'effectue de plus en plus librement et soyez attentif aux réactions qui en résultent, aux messages que votre corps vous témoigne lorsque ce mouvement devient de plus en plus équilibré et de plus en plus harmonieux. Alors, progressivement, votre rythme, vous allez simplement chercher maintenant à créer un mouvement vertical, donc un mouvement de gauche à droite dans la région en question, de façon à ce que vous puissiez vraiment ressentir ce mouvement allant à gauche, à droite, et chercher à le rétablir, à l'équilibrer le plus possible pour qu'un mouvement d'amplitude puisse exister tant dans le côté gauche que dans le côté droit de la région en question. Et vous allez chercher ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre toute forme de réaction ou de résistance qui pourrait être présente, que vous allez prendre le temps de décrire, questionner
et déprogrammé pour que le mouvement devienne de plus en plus ample, de plus en plus ample et de plus en plus équilibrant. Et encore là, vous observez les images, les sensations et les mots qui se présentent à vous lorsque cet équilibre prend forme. Et puis tout doucement, chacun à son rythme, vous allez maintenant chercher à favoriser un mouvement descendant et ascendant de la région. Vous allez commencer par un mouvement descendant, donc de la région vers les pieds et les pieds vers la région, comme dans un mouvement de va-et-vient. Vous allez chercher à créer cette circulation énergétique. Et encore là, vous allez être attentif aux diverses réactions, aux résistances qui pourraient être présentes à mesure que vous effectuez ce mouvement de la région vers les pieds et des pieds vers la région en question. Et à chaque fois que vous observez une réaction de résistance, vous pourriez prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer afin d'arriver, donc tout doucement, à favoriser un équilibre de plus en plus important dans le mouvement descendant de la région en question. Alors, vous cherchez à accompagner le mouvement donc de la région vers les pieds et des pieds vers la région et vous laissez vraiment le mouvement, vous l'accompagnez pour bien cerner là où des endroits pourraient, ou là où l'endroit pourrait moins bien fonctionner, où ça pourrait moins bien circuler, pour mettre de la lumière dessus, décrire, questionner, déprogrammer, pour tout doucement que le mouvement de descente, descendant, soit de plus en plus harmonieux et toujours de plus en plus harmonieux. Et puis progressivement, lorsque vous serez prêt à le faire, vous allez pouvoir ensuite diriger un mouvement ascendant. Donc simplement chercher à produire donc de la région un mouvement qui va remonter vers le sommet de la tête et du sommet de la tête redescendre vers la région en question. Encore là, vous allez peut-être observer des réactions, des résistances, que vous allez prendre le temps de mettre de la lumière dessus pour décrire, questionner et déprogrammer, de façon à ce que le mouvement devienne de plus en plus ample et de plus en plus régulier et de plus en plus harmonieux.
Alors, le mouvement devient de plus en plus ample, de plus en plus équilibré, de plus en plus régulier. Et vous allez chercher maintenant à produire un mouvement descendant et ascendant de la région, de façon à ce que vous puissiez vraiment ressentir un état d'équilibre de la région vers les pieds, des pieds à la région, de la région vers le sommet de la tête, du sommet de la tête vers la région, de la région vers les pieds, des pieds vers la région, et ainsi de suite, de façon à ce qu'il y ait un mouvement de va-et-vient qui soit le plus ample possible, le plus équilibré, et que vous puissiez effectivement mettre la lumière sur les résistances, les réactions qui pourraient subvenir, et prendre le temps donc d'écrire, questionner, déprogrammer, pour permettre un mouvement de se faire le plus harmonieux possible. Alors pour accompagner ce mouvement ou pour favoriser une circulation énergétique encore plus aisée et plus facile, vous pourriez utiliser le fleurage, c'est-à-dire utiliser vos mains pour vraiment déplacer une circulation énergétique en conscience, que ce soit vers le mouvement descendant pour l'aider à se faire, ou que ce soit pour le mouvement ascendant pour favoriser qu'il se fasse. Alors vous allez simplement utiliser vos mains, donc physiquement, pour chercher justement à faire un effleurage doux sur votre corps, en ayant conscience que ce mouvement doux-là est là pour simplement aider le mouvement de se faire, que ce soit le mouvement descendant ou le mouvement ascendant dans l'exercice que vous êtes en train d'effectuer. Et vous allez chercher à observer les réactions, les résistances possibles qui pourraient en résulter, toujours en cherchant justement à établir un mouvement descendant et ascendant de plus en plus équilibrant et toujours de plus en plus harmonieux, et que les fleurages servent simplement à supporter ce travail pour qu'il devienne encore plus efficace. Et puis tout doucement, vous allez laisser le mouvement se faire par lui-même, comme si la vie allait simplement prendre sa place à l'intérieur de votre corps, et sans que vous ayez une action, une attention particulière, vous allez simplement laisser cette vie s'émanciper, se répandre dans votre corps, se régulariser à l'intérieur de vous-même. Et vous allez simplement remercier le processus qui a été effectué, tout en étant attentif à comment vous vous sentez, comment vous vous percevez à l'intérieur de vous-même, maintenant que vous avez expérimenté cette dynamisation psycho-énergétique des fascias sur vous-même. Et puis tout doucement, donc vous allez pouvoir revenir à vous en prenant une bonne inspiration, en ouvrant les yeux, en bougeant les extrémités. Prendre le temps de noter si vous en avez envie dans votre bloc-notes, ce que vous avez pu expérimenter lors de cet exercice. C'est comme vous le souhaitez. Et lorsque vous serez prêt, donc nous allons poursuivre. Donc c'était donc l'exercice que je voulais vous faire expérimenter et les connaissances que je voulais vous transmettre sur les fascias pour vous donner un petit peu une idée de comment, sur quoi repose la dynamisation psycho-énergétique des fascias. Et une expérimentation sur soi vous a permis de voir un petit peu qu'est-ce que vous pouviez faire pour vous-même à l'aide de cette technique. Le prochain rendez-vous sera donc une conférence web pour répondre aux questions en groupe ou en individuel concernant donc les questions sur les fascias, mais également sur les dynamiques psycho-énergétiques des fascias que nous avons explorées lors de ce module. Le prochain module, communication authentique et coaching intuitif, qui aura pour but de vous présenter comment
nous pouvons apprendre à communiquer d'une façon plus authentique avec nous-mêmes et avec notre entourage, que ce soit dans un contexte personnel, relationnel ou professionnel. Ce sera le module 6 nous permettra d'un petit peu d'aborder ce sujet. Évidemment, pour ceux qui auraient envie d'aborder davantage la dynamisation psychoénergétique des fascias dans un contexte thérapeutique, la formation de base sera tout à fait indiquée, une formation pour devenir conseiller intuitif, qui nous permettra donc de soigner davantage notre champ énergétique, les fascias, et nous permettra également davantage de comprendre la dynamique des psychoénergétiques, des chakras également, que nous avons exploré sur soi dans ce module. Alors voilà, donc vous pouvez toujours visiter le site www.écoute-imaginaire.com pour découvrir davantage sur la pratique de l'écoute imaginaire. Si vous avez des questions, évidemment, de m'en faire part, cela me fera plaisir. Alors j'espère que vous avez apprécié ce module, cet enseignement, cet approfondissement, et je vous dis donc à très bientôt lorsque nous allons pouvoir nous parler lors de la conférence web pour répondre à vos questions. Alors je vous dis donc merci et bonne fin de journée. Au revoir.